Essai, 1 million, 2 millions, 3 millions. De toute façon, on peut toujours entendre ça. Vous savez, quand je suis descendu aujourd'hui, cela fait 54 ans que je n'ai pas emprunté ce qui était alors l'autoroute 6, la Cornuster Highway, pour venir à l'école à Lincoln. Et même à cette époque, il y avait beaucoup de nostalgie derrière cela, parce que mon père avait fréquenté l'université du Nebraska dans les années 1920. Il était rédacteur en chef du Daily Nebraskan, et un jour, une jeune femme de West Point, étudiante, est venue postuler pour un emploi de journaliste au Daily Nebraskan. Non seulement mon père l'a embauchée comme journaliste, mais il l'a épousée peu de temps après. Donc mes deux parents étaient présents ici. Mon grand-père, du côté de ma mère, était ici dans les années 1890. Beaucoup de bonnes choses me sont arrivées grâce à l'université du Nebraska. J'ai reçu une éducation formidable ici. Je disais aux doyens que la chose la plus précieuse que j'ai apprise ici, bien que j'ai beaucoup appris, était liée à la comptabilité. Nous avions un merveilleux professeur nommé Ray Dean. Il y a peut-être même quelque chose qui porte son nom ici, n'est-ce pas? J'étais allé à la Wharton School. Je suis allé à la Columbia Graduate School par la suite et j'ai suivi beaucoup de cours de comptabilité. Mais de loin, la meilleure instruction que j'ai reçue en comptabilité est venue de Ray Dean. Et il n'y a rien de plus important. Les gens me demandent ce qu'ils devraient suivre en école de commerce, ou même s'ils ne font pas d'école de commerce, ce qu'ils doivent savoir avant de se lancer en affaires. Je leur dis qu'ils doivent comprendre la comptabilité. C'est la langue. Ce serait comme être dans un pays étranger sans connaître la langue. Si vous êtes en affaires et que vous ne comprenez pas la comptabilité, vous devez être aussi à l'aise avec ça qu'avec la langue anglaise. Cela m'a rapporté beaucoup d'argent parce que j'ai écouté ce que Ray Dean avait à dire. Il y a 53 ou 54 ans, j'ai pu comprendre ce que je voyais sur des morceaux de papier, ce que cela me disait sur les entreprises et les limites de ces informations. Hier, j'étais à Knoxville, Tennessee, et nous avons acheté une entreprise. Nous avons convenu d'acheter une société appelée Clayton Homes il y a environ une semaine. C'est une grande entreprise dans le secteur des maisons préfabriquées. Nous avons accepté de payer 1,7 milliard de dollars pour cela. J'ai conclu cet accord par téléphone sans jamais rencontrer les gens sur place. Mais j'en avais assez vu en lisant les 10K, 10Q, les rapports annuels. En regardant les chiffres, ce qu'ils me disent en termes de type de personnes qui dirigent l'endroit, le type de décision comptable qu'ils prennent, etc., j'ai pu effectuer ces transactions d'un montant de 1,7 milliard de dollars par téléphone. Hier, c'était la première fois que je rencontrais les gens et leur conseil d'administration qui avaient approuvé l'accord une semaine plus tôt. Je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas passé un bon moment dans la classe de Ray Dean il y a 53 ans. Donc, si je dois vanter une chose, à part cette classe de leadership particulière, bien sûr, je vous dirais d'être à l'aise avec la comptabilité. Cela n'arrivera peut-être pas la première semaine ou le premier mois de cours, mais soyez très à l'aise avec ça. Je rencontre périodiquement des PDG qui ne comprennent vraiment pas cela. Ils essaient de bluffer pour se frayer un chemin et vous pouvez le voir sur leur visage. Ils ont presque peur quand on leur remet un bilan ou un compte de résultats. Ils ne savent vraiment pas ce que cela signifie et doivent compter sur quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas compter. Nous prenons nous-mêmes toutes nos décisions d'acquisition. Nous ne faisons pas appel à des consultants ou à qui que ce soit. Nous ne faisons pas appel aux banquiers d'investissement, à leur grand dégoût. Pas de frais de banque d'investissement dans l'affaire Clayton Homes. C'est ma responsabilité de diriger Berkshire, de comprendre suffisamment nos décisions d'acquisition pour les prendre sur la base des chiffres que je vois. Ce cours, cependant, concerne le leadership et j'aimerais en parler juste une minute. Puis j'aimerais vraiment parler de tout ce que vous avez en tête et nous allons recevoir des questions. Le leadership, évidemment, c'est une chose très simple dans son concept. Mon travail en tant que leader de Berkshire Hathaway est d'avoir des visions et des objectifs pour l'entreprise dans son ensemble avec un horizon à long terme, puis de faire en sorte que ces objectifs soient atteints par l'intermédiaire d'autres personnes. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne peux pas le faire moi-même. Donc je dois savoir où je veux que nous arrivions. Je dois voir par-dessus la prochaine montagne si possible. Mais ensuite, je dois recruter beaucoup d'autres personnes pour regarder cette montagne avec moi et vraiment faire le travail. Ce sont eux qui y parviennent.
Il s'agit donc de faire avancer les choses par l'intermédiaire d'autres personnes. Berkshire ressemble à de nombreuses grandes entreprises à certains égards, mais elle est en réalité très différente à bien des égards. Nous avons plus de 150 000 personnes qui travaillent désormais pour Berkshire Hathaway dans des dizaines d'entreprises à travers ce pays, principalement et même un peu à l'étranger. Nous avons exactement 15,8 personnes au siège et Debray est venu avec moi aujourd'hui, donc nous n'en avons que 13,8 aujourd'hui. Nous travaillons probablement aussi bien avec ces 13,8 que nous le ferions si Deb et moi étions au bureau. C'est une organisation inhabituelle. Nous avons des dizaines de directeurs opérationnels, de PDG de leurs entreprises qui les dirigent aujourd'hui, et ils le font sans aucune directive de leur siège social, à l'exception d'une direction très limitée que je leur donne et que je reviendrai sur dans une seconde. Mais nous avons ces gens, et c'est un groupe inhabituel de personnes qui dirigent COS Entreprises parce que la plupart d'entre eux nous ont vendu leur entreprise et ils sont très, très riches. Les 3/4 de nos managers n'ont pas besoin de travailler financièrement. Ils n'ont aucune raison financière de travailler. Probablement les 3/4 d'entre eux valent au moins 50 millions de dollars et nous en avons qui valent des milliards. Et pourtant, ces gens sautent du lit tous les matins, travaillent, et ils travaillent le week-end, et ils adorent travailler. Et pourquoi? Et quelle en est la clé? Eh bien, la clé est vraiment la même raison pour laquelle je continue à travailler. J'ai 72 ans. Je reçois la sécurité sociale maintenant, donc je devrais être en Floride, à jouer aux jeux de palais ou quelque chose du genre. Mais je peux faire tout ce que je veux dans le monde. Ce que je veux faire, c'est diriger Berkshire Hathaway. Pourquoi est-ce que je veux l'exécuter de cette façon? Il y a plusieurs choses. Je peux peindre mon propre tableau. J'y vais tous les jours et j'ai l'impression, vous savez, je me sens comme Michel-Ange. Là, vous savez, je travaille sur la chapelle Sixtine ou quelque chose comme ça. Personne d'autre ne peut penser que c'est un superbe tableau, mais je peux peindre mon propre tableau. Personne ne me remet en question. Je n'ai pas de gens qui disent « Pourquoi n'utilisez-vous pas un peu plus de peinture rouge que de peinture bleue ? Pourquoi ne peignez-vous pas un paysage marin plutôt qu'un paysage ?» Je peux faire mon propre truc. C'est une forme de créativité. C'est exactement comme si quelqu'un se sentait un golfeur professionnel ou quelqu'un se sentait un peintre. Ils ne le font pas avant tout pour l'argent. Ils le font parce qu'ils aiment bien faire quelque chose et que cela se trouve sur la voie de leur talent. C'est ça. Et la deuxième chose que j'aime, franchement, c'est que j'aime les applaudissements. J'aime l'appréciation. J'aime donc avoir des actionnaires qui se sentent satisfaits de ce que j'ai fait. J'ai une tante de 96 ans. Son mari est également allé à l'université du Nebraska. Elle a tout son argent à Berkshire Hathaway et elle compte sur moi. Elle est à Palm Springs maintenant et toute sa valeur nette est dans le Berkshire. J'ai des cousins et tous les membres de notre famille ont tout leur argent dans le Berkshire. Sysgens compte sur moi et c'est plutôt amusant d'avoir quelque chose qui vous permet de réellement apporter quelque chose à d'autres personnes et de changer leur vie de manière positive. En fait, nous avions un couple dont personne n'avait entendu parler jusqu'à il y a quelques années, les Othmer. À New York, ils venaient d'Omaha. Don Othmer est allé à Central High. Beth Othmer, je ne sais pas dans quel lycée elle est allée à Omaha, probablement South High. Ils ont laissé 750 millions de dollars à leur mort. Personne n'en a jamais entendu parler. Et je pense qu'une partie substantielle, oui, est allée ici à l'université du Nebraska. Ce fut probablement une surprise totale pour l'université quand ils ont reçu, je ne sais pas, vous avez probablement reçu environ 150 millions. Ouais, eh bien, vous devriez remercier les Alper, mais néanmoins, vous voyez l'argent, vous voyez de bonnes choses en sortir, donc c'est amusant. C'est mieux que de jouer au golf tous les jours ou quelque chose du genre. Alors je me demande si c'est ce qui m'excite. Qu'est-ce qui va exciter ces managers qui dirigent des choses comme Clayton Homes ou où nous avons une entreprise, Flight Safety, qui forme plus de pilotes que quiconque dans le monde. Flight Safety est dirigé par un homme de 85 ans, Al Yoshi. Al a démarré l'entreprise en 1951. Il forme désormais 4 ou 5 fois plus de pilotes que de pilotes non militaires dans le monde. Et il est là à 85 ans
et c'est de notoriété publique. Il possède pour $1 milliard d'actions Berkshire. Il travaille 7 jours par semaine. Il adore ça. Et il aime ça pour la même raison que j'aime ce que je fais. Il peut le faire à sa manière. Il achète ces gros simulateurs dans lesquels vous formez les pilotes. Il n'a pas besoin de me demander s'il doit dépenser 15 millions pour un simulateur. Il ne me le demande pas. Il en sait bien plus que moi. Pourquoi diable me demanderait-il ? Eh bien, je ne peux pas dire dans quel genre d'avion je me trouve quand je vole. Et Al dépense quelques centaines de millions de dollars par an en simulateur. Il dépense de l'argent pour Berkshire Hathaway. Et il ne vérifie jamais auprès d'Omaha. Il n'a jamais eu besoin de venir à Omaha pour tout type de réunion. Il dirige sa propre entreprise. Et c'est ce qu'il aime dans la vie. Et je l'ai laissé faire. C'est ma contribution. C'est qu'il libère vraiment ses énergies. Et vous savez, ils étaient correctement dirigés avant que nous achetions la société il y a 7 ou 8 ans. Pourquoi devrais-je penser qu'ils ne pourraient plus continuer à le diriger après ça ? Comme je l'ai dit, à 85 ans, ils le dirigent toujours. La deuxième chose que nos managers aiment, en plus de peindre leur propre tableau, c'est qu'eux aussi aiment les applaudissements. J'essaie de rapporter avec précision dans mon rapport annuel ce qu'ils ont accompli, et ils ont accompli beaucoup. Vous avez entendu Suzanne Jack, je pense, il y a quelques semaines ici. Suzanne est venue chez Borsheim et elle gagnait $4 de l'heure. Et à l'âge de 40 ans, elle est devenue PDG du 2e plus grand magasin de bijoux indépendant aux États-Unis à partir de $4 de l'heure. Mais c'est le talent, vous savez, et Suzanne en sait plus. Je ne connais rien aux bijoux, vous savez, et vous pourriez me donner un faux diamant ou un vrai diamant, je ne pourrais pas faire la différence. Mais si je commençais à dire à Suzanne quoi commander en matière de bijoux, ou si je commençais à lui dire quel genre de conditions accorder aux clients ou qui embaucher, quelque chose comme ça, vous savez, elle n'a pas besoin de ça dans la vie. Elle possède vraiment Borsheim, vous savez. Nous avons le certificat d'action. Nous obtenons les bénéfices. Mais c'est son bébé. C'est son bébé. Elle décide de tout dans cet endroit. Et c'est donc sa création. Ce sentiment d'appartenance est vraiment extraordinaire. Et c'est tellement mieux. C'est la façon dont j'aime travailler. Et c'est comme ça que Suzanne Jack aime travailler. C'est ainsi qu'Al Uelchi aime travailler. Et Suzanne, elle est géniale. Comme tout le monde dans ce monde, elle aime être appréciée. Il y aurait quelque chose qui ne va pas chez elle si elle ne le faisait pas. Et la vérité est que personne ne l'apprécie plus que moi. C'est un talent, et nous avons de la chance de l'avoir. Et nous avons la chance d'avoir tous ces autres managers. Donc, le leadership à Berkshire consiste en réalité à prendre un groupe de gens qui, dans une analogie avec le baseball, seraient des frappeurs de 400, à leur donner simplement la batte et à leur dire de lever leur assiette et de prendre un grand coup. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Une chose que je fais, c'est de leur envoyer une lettre. Nous n'avons pas de réunion à Omaha. Certains de nos managers, vous savez, il n'y a pas de réunion. Et il n'y a pas de catéchisme ou quoi que ce soit d'autre. Une fois tous les 2 ans, je leur envoie une lettre. C'est ça, une lettre d'environ 1 page et demie. La seule instruction qu'ils reçoivent de nous, c'est qu'ils ne nous envoient pas de budget. Nous ne nous en soucions pas. Certaines entreprises utilisent des budgets, d'autres n'en utilisent pas. Nous nous y adaptons. Certains des managers avec qui je parle quelques fois par semaine parce qu'ils aiment parler fréquemment. Je parle à certains d'entre eux littéralement 1 fois par an parce qu'ils n'aiment pas me parler. Et peu importe, vous savez, c'est à eux de décider. Moi, je m'adapte à eux. La seule chose que je leur dis, et cette lettre, envoyée le 20 janvier 2003, dit que 2 ans et demi se sont écoulés depuis mon dernier mémo. Maintenant, combien de grandes entreprises ont des dirigeants qui n'ont pas eu de nouvelles du siège social depuis 2 ans et demi? Cela fait 2 ans et demi depuis mon dernier mémo. Voici quelques points à garder à l'esprit. Et premièrement, et c'est le numéro 1 à chaque fois, cela ne change pas. Cela ne changera pas dans 2 ans, dans 4 ans ou dans 6 ans. Premièrement, nous pouvons nous permettre de perdre de l'argent, même beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre réputation, même une parcelle de réputation. Assurons-nous que tout ce que nous faisons en affaires puisse être rapporté en première page d'un journal national dans un article rédigé par un journaliste hostile mais intelligent.
Dans de nombreux domaines, y compris les acquisitions, les résultats de Berkshire ont bénéficié de sa réputation et nous ne voulons rien faire qui puisse la ternir. L'année dernière, Berkshire a été classé par Fortune comme la 4e entreprise la plus admirée au monde. Cette année, nous étions 3e aux États-Unis. Ils viennent de le publier. Il nous a fallu 37 ans pour y parvenir, mais nous pourrions le perdre en 37 minutes. Et c'est le message. Nous pouvons perdre de l'argent. C'est plus agréable de gagner de l'argent, mais nous devons trouver des moyens de gagner de l'argent. Cependant, nous ne pouvons pas perdre une réputation. Vous ne la récupérez pas. J'ai dit 37 minutes, mais vous pouvez la perdre beaucoup plus vite que cela. Vous pouvez la perdre en 5 minutes. En fait, je parlais à Bruce en arrivant, et il a travaillé autour de Salomon Brothers. Je suis retourné là-bas il y a 11 ans parce que cette entreprise, qui avait le 2e plus grand bilan aux États-Unis à cette époque, était une entreprise prééminente à Wall Street. John Gutfreund, qui l'avait dirigé, avait sa photo sur la couverture de Business Week en tant que roi de Wall Street. Et en avril, fin avril 1991, il a pris une décision fatidique. On lui a signalé qu'un employé en aval avait enfreint certaines règles du Trésor américain et avait essayé de manipuler le marché. John n'a signalé ce fait ni au Trésor, ni à la Réserve fédérale, ni à la SEC, ni à personne d'autre. Il n'a rien fait de mal lui-même, mais il a simplement tardé à agir. Il ne l'a pas signalé. Le président de l'entreprise, Tom Strauss, n'en a pas parlé non plus. Si vous avez vu l'émission de Katie Couric dimanche soir sur le jogger de Central Park, Tom Strauss était là, mais il a fini par perdre son poste. Il était président de Salomon Brothers. John Gutfreund était président. John, un homme bien. Ils n'ont rien fait. Ils ont traîné. Et après quelques semaines, le même gars qui avait commis les actes répréhensibles plus tôt, le 15 mai, a refait la même chose lors d'une vente aux enchères de titres du Trésor. Et maintenant, ils étaient dans un terrible pétrin. Parce qu'ils savaient que ce type était un mauvais acteur vers le 28 avril, et ils n'avaient rien fait. Et maintenant, le 15 mai, il refait la même chose. Et maintenant, s'ils y vont, ils commencent à se sentir, s'ils en parlent, les gens diront « Pourquoi n'étiez-vous pas là avant ?» Alors ils ont juste continué à essayer de chasser cela de leur esprit et de faire autre chose. Et cela a failli détruire l'entreprise. Cela a détruit leur carrière. John Gutfreund avait passé 30 ans à Wall Street et avait une excellente réputation. Le roi de Wall Street a été renversé par un simple acte d'omission. Il lui suffisait de décrocher le téléphone. Jerry Corrigan était à la tête de la fête de New York. Il aurait dû décrocher le téléphone et dire « Jerry, tu ne vas pas le croire, mais ce type fou de notre service des opérations, Paul Moser, vient de faire ça, et je suis terriblement gêné. Que pouvons-nous faire pour régler ça ?» Et Jerry Corrigan, étant Jerry Corrigan, serait devenu rouge au visage et serait devenu très en colère et aurait prononcé beaucoup de langage que je ne pourrais pas répéter ici. Mais à la fin, il aurait dit « Merci d'avoir appelé et de nous en avoir parlé immédiatement. Nous vous imposerons une amende si nécessaire. » Et le lendemain, l'entreprise aurait bien fonctionné. Mais John Gutfreund n'a pas agi quand cela comptait. Et Tom Strauss, qui était numéro 2, de la même manière. Plus tard, ils ont été condamnés à une amende et expulsés du secteur des valeurs mobilières, et Salomon a à peine survécu. L'avenir de 8000 employés dans le monde a été réellement compromis à cause de cet acte unique. Alors appliquez simplement le test du journal. C'est ce que je dis à nos managers. Je pourrais avoir un livre d'éthique de 1000 pages. Je pourrais avoir toutes sortes de règles et des centaines de personnes pour les faire respecter. Mais en fin de compte, tout. Ce que vous avez à faire, c'est d'y penser. Vous devez vous demander, voudrais-je vraiment que ce que je fais fasse la une du journal de demain, lu par mes parents, mon conjoint, mes enfants, mes voisins, mes collègues? Et si cela vous gêne, oubliez ça. Vous allez tous réussir financièrement. Ce qui est bien, c'est que vous vivez en Amérique en 2003. Vous ne vivez pas au Bangladesh. Vous ne vivez pas dans l'Amérique de 1790. Vous vivez dans une société avec un PIB de plus de 10 000 milliards de dollars et même en ramassant les miettes, vous obtiendrez de très bons résultats.
Il faut essentiellement 3 qualités pour réussir, voire extrêmement bien, dans ce pays. De l'intelligence, de l'énergie et de l'intégrité. Maintenant, tout le monde dans cette salle possède l'intelligence requise. Vous ne seriez pas ici si ce n'était pas le cas. Cela ne prend pas un QI de 180, même si je suis sûr que vous l'avez tous. Mais cela prend une intelligence raisonnable. Vous recevez une excellente éducation. Vous avez l'énergie. C'est pour ça que vous êtes venu à l'école, et cela demande de l'intégrité. Et je dis, si vous n'êtes pas intègre, nous ne voulons pas embaucher quelqu'un qui a de l'intelligence et de l'énergie s'il n'est pas intègre. Nous préférons embaucher quelqu'un de moins intelligent et de paresseux, mais intègre, parce qu'ils ne réussiront probablement jamais à tricher pendant qu'ils font quelque chose. La dernière chose au monde que je veux, c'est quelqu'un qui manque d'intégrité. Paul Moser, chez Salomon, avait de l'intelligence et de l'énergie. Il était à la tête du commerce des obligations d'État, et il avait beaucoup d'intelligence et beaucoup d'énergie, et il est allé en prison. Il a failli faire tomber l'entreprise. Vous voyez, l'intégrité est absolument un choix, vous savez. Vous ne pourrez peut-être pas lancer un ballon de football à 60 mètres. Et vous ne pourrez peut-être pas courir le 100 mètres en 9,8 secondes. Vous ne pourrez peut-être pas résoudre des équations complexes, mais vous pouvez choisir où vous vous situez sur l'échelle d'intégrité. Vous n'êtes pas né prédéterminé dans un sens ou dans l'autre. C'est un choix absolu que vous faites. Les héros que j'ai eus dans ma vie sont ceux qui, selon moi, se démarquaient à cet égard. Mon héros numéro 1 était mon père, mais j'ai eu d'autres héros, comme Tom Murphy, Ben Graham, des gens comme ça. Et la raison pour laquelle je les admirais n'était pas parce qu'ils étaient les personnes les plus intelligentes du monde, même s'ils étaient très intelligents. Ce n'était pas non plus parce qu'ils gagnaient le plus d'argent. Cela ne voulait rien dire. C'est vraiment parce que je sentais qu'ils étaient les personnes les plus intègres que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Je les ai vus se comporter année après année d'une manière telle que je pourrais écrire leur histoire en première page de n'importe quel journal, même sur un ton hostile, sans rien qui puisse les embarrasser le moins du monde. Ils se sont extraordinairement bien comportés. Avoir les bons héros est extrêmement important. Dites-moi qui sont les héros d'un enfant de 10 ans, et je peux vous donner une assez bonne prédiction sur ce qu'il va devenir. Vous voulez choisir vos héros avec beaucoup de soin parce que vous allez leur ressembler à un moment donné. Et vous avez de la chance si vous avez les bons. Je vais faire un aparté, puis nous passerons à vos questions. Vous n'êtes pas encore parents, pour la plupart d'entre vous. Mais lorsque vous serez parents, vous serez le héros naturel de votre enfant. Vous êtes une figure très importante, et il y a un tout petit enfant qui dépend de vous. Vous êtes le héros naturel. Tout ce qu'ils apprendront à l'école ou ailleurs sera davantage façonné par ceux qu'ils verront dans votre comportement envers eux que par tout ce qui les affectera plus tard dans leur vie. Si vous êtes leur héros, vous pouvez les inspirer, mais vous pouvez aussi les détruire, bien sûr. Vous l'avez vu arriver de très nombreuses fois. Mais si les parents sont de véritables héros, l'enfant est à environ 90% sur la bonne voie. Vous avez de la chance si vous avez eu des parents comme ça. Et vous pouvez être cela pour vos enfants, ou vous pouvez être autre chose. Vous façonnez cette personne. C'est bien d'apprendre la comptabilité une fois arrivé au Nebraska, mais le modèle de comportement que vous adoptez est extrêmement important. Parlons de ce que vous pensez maintenant. Vous pouvez poser des questions difficiles. C'est plus amusant pour moi. Elles peuvent concerner les affaires, elles peuvent être personnelles, elles peuvent être politiques, vous choisissez. Vous avez été rejeté de la Harvard Business School. C'est évidemment un échec dans votre esprit. Comment avez-vous adapté vos échecs dans la vie pour avoir plus de succès? C'est une très bonne question. Comment transformer l'échec en un avantage? Quand j'étais à l'université du Nebraska, un jour, je lisais le Daily Nebraskan et il disait que dans la salle 300 ou quelque chose comme ça, à 15 heures, il y aurait un panel de 3 professeurs de l'université et ils allaient décerner la bourse Nathan Gold. Je ne sais pas si elle existe toujours. À l'époque, elle offrait 500 $ pour aller dans l'école supérieure de votre choix. Je ne sais pas si le montant a changé, mais c'était tout. Alors j'ai lu ça, et je suis allé dans cette salle à 15 heures ce jour-là. Je suis entré,
Et il y avait les professeurs, et j'étais le seul étudiant qui s'est présenté. Ça les a vraiment touchés. Ils ont continué à attendre, en espérant que d'autres candidats arrivent, mais personne n'est venu. Alors, j'ai gagné les $500 par défaut. Ce sont généralement mes plus grands triomphes quand personne d'autre ne se présente. J'avais donc $500 à consacrer à n'importe quelle école supérieure pour obtenir une maîtrise. J'ai postulé à Harvard. Mon père le voulait. J'ai eu des nouvelles de Harvard peu de temps après. Ils m'ont dit d'aller à Chicago pour rencontrer un intervieweur qui évaluait les candidats du Midwest. Alors je suis monté dans le train. C'est ce qu'on faisait à l'époque. J'ai passé environ 10 heures sur le Burlington pour aller à Chicago. Ensuite, j'ai pris un autre petit train interurbain pour me rendre dans cette école de campagne où ce type était le directeur et le grand intervieweur de Harvard. Je suis arrivé et après environ 10 minutes, il m'a dit que je ferais mieux de penser à autre chose. J'avais 19 ans à l'époque, mais j'avais l'air d'en avoir 12 et je me comportais comme un enfant de 8 ans. Ce n'était pas une bonne combinaison. Il m'a dit d'oublier Harvard. Alors j'ai pris le petit train interurbain pour rentrer à Chicago, puis le train de 10 heures pour rentrer à Omaha. Et tout le temps, je me demandais « Qu'est-ce que je vais dire à mes parents ?» Vous savez, c'était plutôt embarrassant à l'époque, mais c'est la chose la plus chanceuse qui me soit jamais arrivée. Parce que si j'étais allé à Harvard, j'aurais fait une école de 2 ans. Au lieu de cela, j'ai postulé à Columbia, où j'ai pu obtenir mon diplôme en 1 an et obtenir une maîtrise. Heureusement, par hasard, et parce que je faisais partie de la garde nationale du Nebraska, qui n'a pas été appelée pour la guerre de Corée, j'ai évité de participer à la guerre de Corée. J'ai rencontré Ben Graham, ce qui m'a énormément marqué par la suite. Et j'ai probablement rencontré ma femme grâce à cela, parce qu'elle partait pour Northwestern, et j'ai pu accélérer mes études, obtenir mon diplôme en 1 an, et sinon elle aurait rencontré un autre gars. Je l'ai eu avant que la concurrence n'arrive, et ça a fonctionné à merveille. Cela n'aurait pas pu mieux se passer. Et ça a été ma vie, en gros. Vous savez, vous aurez des déceptions, mais c'est l'avenir qui compte. Ce ne serait pas amusant si je savais que chaque décision que je prendrais serait parfaite. Ce ne serait pas aussi amusant. Ce serait comme jouer au golf et savoir que vous allez réussir un trou d'un coup à chaque trou. Vous ne joueriez pas au golf si chaque fois que vous montiez sur un tee, vous faisiez simplement un swing et la balle finissait dans le trou. Ce serait amusant pendant quelques jours, mais le jeu ne serait plus amusant. Les échecs font partie de la vie, et je ne les considérerais même pas comme des échecs, mais comme des erreurs, ou peu importe comment vous voulez les appeler. Ils font partie du jeu. Au final, vous continuez. Nous avons commis beaucoup d'erreurs en affaires. Nous en ferons bien plus. Babe Ruth, pendant longtemps, a détenu le record des retraits au bâton. Il détenait également le record des circuits et était le joueur de baseball le mieux payé de son époque. Si vous faites de grands sauts, vous allez rater des fois. Mais c'est comme ça que ça marche. Le truc de Harvard, vous allez vous amuser avec ça. Ils m'ont invité à revenir au 25e anniversaire de ce cours pour leur parler. Et j'y suis retourné. C'était plutôt embarrassant parce que c'était la 25e réunion et la classe parlait des 25 prochaines années à ces anciens élèves qui étaient de retour après 25 ans. Mon travail consistait à parler des 20 prochaines années, de leur avenir financier dans les 25 prochaines années. C'était au milieu des années 70. Juste avant moi, dans l'émission, Masters et Johnson parlaient des 25 prochaines années de leur vie sexuelle. Donc personne n'est resté pour mon discours. Mais ce soir-là, à la réunion des anciens, le gars qui était présent en classe a dit « Nous sommes assez grands pour admettre quand nous faisons des erreurs ici et nous avons refusé ce type. Maintenant, nous aimerions en faire un membre honoraire de la classe. » Ils ont voté et tout le monde a voté pour. Je me suis levé et j'ai raconté l'histoire que je vous ai racontée. J'ai dit qu'à l'époque, j'étais plutôt philosophique à ce sujet. J'étais jeune et peut-être que mes notes n'étaient pas très bonnes. J'ai plutôt bien pris le rejet. Mais j'ai dit que maintenant que j'ai rencontré les gens qui sont entrés en classe, je suis vraiment vexé. Comment faites-vous dans votre vie quotidienne pour vous assurer qu'on se souviendra de vous de cette façon? Mon Dieu, il était vieux. Je vais me contenter de ça. Mais la vérité est que, dans une certaine mesure, Berkshire est ma création. Donc j'aimerais que les gens, dans la mesure où les gens considèrent bien ça, c'est ça qui compte. C'est ma peinture.
J'espère que les gens regarderont Berkshire. Cela fait maintenant presque 38 ans que je le dirige, et il nous en reste encore 30 ou 40. J'espère